Bon, bonjour à tous et bienvenue à ce troisième cours. Donc, vous vous souvenez que dans le dernier cours, nous avons vu en assez grand détail des mécanismes de transformation par des rétrovirus, avec deux cas de figure assez caricaturaux, des rétrovirus portant des oncogènes cellulaires, et donc qui allaient induire une prolifération immédiate, une transformation immédiate des cellules ou chez les animaux chez lesquels ils étaient injectés, et puis des rétrovirus agissant beaucoup plus lentement, comme l'avian leukocytosis virus, et qui, eux, allaient réveiller des oncogènes cellulaires par un phénomène qu'on a appelé la mutagénèse d'insertion. Donc finalement, à la suite de l'étude de ces deux modèles, dans les années 75, on pouvait penser qu'au fond, la transformation était principalement due au réveil par des rétrovirus de gènes cellulaires qu'on a appelés les oncogènes, avec deux méthodes, vous vous souvenez, soit la capture, soit l'activation transcriptionnelle par insertion au voisinage de ces gènes cellulaires. Bon, eh bien, écoutez, malheureusement, ce modèle très simple était beaucoup trop simple, et on va parler aujourd'hui de la vraie vie, c'est-à-dire des virus qui infectent l'homme et des virus qui provoquent des cancers chez l'homme. Alors, je vous rappelle que, historiquement, il fut une époque où certains de mes prédécesseurs ici pensaient que l'intégralité des cancers de l'homme était liée à l'infection par des virus. On sait aujourd'hui qu'il n'en est rien. Seulement, suivant les estimations, entre 15 et 20% des cancers dans le monde sont liés à l'infection par des virus. Mais 15 à 20%, ça n'est pas négligeable compte tenu malheureusement de l'incidence de la maladie. C'est donc des mécanismes que nous allons commencer à envisager d'étudier aujourd'hui. Et la mauvaise nouvelle que je dois partager avec vous, c'est que les mécanismes sont beaucoup plus complexes. Beaucoup plus complexes parce que finalement, ce qu'on a vu dans le cours précédent, c'était des mécanismes simples, encore une fois, réveil de gènes cellulaires par soit capture, soit intégration. Et ce qu'on va voir aujourd'hui est beaucoup plus compliqué. D'abord parce que ce sont des phénomènes, la transformation induite par des virus va faire appel à plusieurs mécanismes à la fois. Ensuite, parce qu'il va exister des protéines virales essentielles pour la transformation et que ces protéines virales vont aller perturber la fonction de certaines protéines cellulaires. Et ça va m'amener à vous conduire à vous présenter ce qu'on appelle la notion de checkpoint, des points de contrôle essentiels de la cellule. Et on va voir que ces protéines virales vont cibler directement certains de ces checkpoints. Et puis on va voir un autre phénomène intervenir, c'est les rapports essentiels, critiques, entre le virus et le système immunitaire. Et on va voir que c'est ces rapports entre le système immunitaire et le virus qui vont très largement conditionner l'évolution de l'infection et le risque d'évolution vers le cancer. Enfin, évidemment, ces virus ont une importance majeure en santé publique puisqu'ils sont à l'origine du développement de 15% des cancers environ. Et il existe donc des stratégies qu'on évoquera rapidement, en particulier des stratégies vaccinales qui vont chercher à éliminer ces virus pour faire disparaître les cancers qui leur sont associés. Alors, on va donc voir un premier d'abord étendu historique. Donc, historiquement, la découverte de ces virus s'est étendue, on peut dire, sur pratiquement tout le XXe siècle. On a déjà parlé dans le cours précédent de la découverte des virus de sarcome aviaire par Ross. La seconde étape absolument critique a été une vingtaine d'années plus tard, avec l'identification par Shope d'un virus à ADN qui est capable d'induire des papillomes, c'est-à-dire des petites tumeurs sur la peau, en particulier des lapins, tumeurs qui peuvent dégénérer en cancer ensuite. Et on verra que ce virus a été finalement le tête de file d'une très grande famille de virus, les virus papillomes, qui infectent l'homme et qui sont très importants, en particulier dans le développement des cancers du col. Ensuite, pour aller rapidement, une deuxième découverte absolument fondamentale, dont on parlera assez en détail, 1964, c'est la découverte chez l'homme du premier virus associé
au développement d'un cancer, le virus d'Epstein-Barr, découvert dans une maladie très particulière qu'on appelle le lymphome de Burkitt, et dont on reparlera extensivement à la fin de ce cours. La démonstration, juste quelques années plus tard, vous voyez que les choses s'accélèrent là, à partir de ces années 60. La démonstration que ce même virus est capable d'immortaliser directement des lymphocytes primaires, donc de les rendre immortels dès son infection. Et puis, ensuite, la découverte mécanistique, en particulier de la liaison de P53 à certaines protéines régulatrices de ces virus ADN. Et enfin, la découverte du virus HTLV1, donc autre virus, premier rétrovirus à être impliqué dans un cancer chez l'homme. Et c'est donc par celui-ci que l'on va commencer. Donc, dans ce cours, je vais vous parler de 4 virus. Je ne vais pas vous parler de tous les virus oncogènes chez l'homme, dont voici la liste ici. Je pense que ce serait très long et très répétitif. Donc j'ai choisi de vous en parler de 4. On va commencer par le virus HTLV1, puisque c'est un rétrovirus, et donc on va trouver un certain nombre des choses qu'on a vues dans le cours précédent. On parlera ensuite des virus de type papillome, et les liens avec le cancer du col. On mentionnera ensuite assez rapidement le problème des virus des hépatites. Et puis, on finira avec le plus compliqué, le virus d'Epstein-Barr, donc un herpès virus, un très gros virus, dont on verra quelques-uns des mécanismes de transformation. Alors, donc, dans le cours précédent sur les rétrovirus, finalement, on aurait pu prendre peur, parce que s'il existait l'équivalent du RSV chez l'homme, ce serait tout à fait ennuyeux. Je vous rappelle, un virus avec une transmission épidémique rapide et un virus qui provoque des cancers tout de suite. Il y aurait de quoi décimer des populations, et par chance, donc il n'y a pas d'équivalent du RSV chez l'homme. Et le rétrovirus qui infecte vraiment l'homme, c'est ce virus, HTLV1, donc, qui est impliqué dans le développement de leucémie, comme on le verra. Et par chance, si j'ose dire, ce rétrovirus est leucémogène, mais il est extrêmement peu infectieux, d'une part, et il est extrêmement peu transformant, d'autre part. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Vous reconnaissez dans son génome toutes les caractéristiques des rétrovirus qu'on a vus dans le cours précédent. Ils comportent donc des séquences flanquantes de type LTR qui vont contenir la région du promoteur, les fameux gènes de structure, GAG, POL et ENV, et puis une région complexe appelée ici PX, région dont vous voyez qu'elle va permettre de coder un certain nombre de protéines. Il est inutile de s'attarder sur toutes. On va juste parler assez en détail, plus loin dans le cours, de cette protéine-là qu'on appelle TAX et de cette protéine-là qu'on appelle HBZ. Alors de manière importante, vous voyez que TAX est une protéine dont le gène va subir qui va subir un épissage, mais qui est transcrit dans le sens habituel des ARN viraux, alors que la protéine, le gène HBZ, lui, est transcrit en sens inverse, qui est déjà une particularité tout à fait inhabituelle. Et on va voir que les deux protéines ont des effets finalement antagonistes. Donc, région complexe, ce virus découvert en 1980 par une équipe américaine et une équipe japonaise. Et ce virus a une structure, vous voyez ici en microscopie électronique, et au fond, sa structure ressemble beaucoup à ce que je vous ai présenté dans le cours précédent pour le House sarcoma virus, avec donc un virus enveloppé, la protéine d'enveloppe, une capside et le génome à l'intérieur. Alors, je vous ai dit que ce génome était très peu infectieux. Il est très peu infectieux parce qu'on pense qu'il n'y a probablement pas de phase extracellulaire du virus, c'est-à-dire que le virus va passer directement d'une cellule infectée à une cellule naïve qu'il va infecter, mais par un contact intercellulaire prolongé, qu'on a appelé d'ailleurs la synapse virologique, par analogie avec la synapse immunologique ou la synapse neurale, donc dans laquelle ces deux cellules, la cellule infectée et la cellule naïve, vont être fortement maintenues en contact l'une avec l'autre par des protéines spécifiques.
et les déterminants viraux vont se concentrer finalement au niveau de ce point de contact et vont permettre finalement un bourgeonnement, et ce bourgeonnement se fait directement dans la cellule infectée, la cellule qui va recevoir ce virus. Il n'y a pas donc de phase extracellulaire, ceci traduisant probablement le fait que ce virus est fragile et va mal résister aux agressions du milieu extracellulaire. Donc, contact cellule-cellule. D'autres mécanismes ont été proposés, finalement, dans lesquels le virus produit va s'agréger finalement avec un certain nombre de protéines périmembranaires de la cellule infectée. Les deux cellules vont rentrer en contact et on va avoir, vous voyez, une migration de ces virus directement dans la cellule vierge, si j'ose dire, et cette cellule ensuite va s'infecter avec ces virus qui lui collent à la peau finalement. Donc encore une fois, sans phase extracellulaire importante. Alors, donc une caractéristique très particulière. Alors, cette caractéristique particulière, ce manque, cette très faible infectiosité, bien entendu, va se traduire dans les modes de transmission de ce virus. Et les modes de transmission sont le plus souvent une transmission maternelle de la mère à l'enfant, en particulier par l'allaitement avec des cellules infectées qui vont être prises par l'enfant et qui vont infecter l'enfant. Alors bien sûr, ça vous rappelle ce qu'on a vu dans le dernier cours sur le virus MMTV. Ça ressemble étrangement à la situation du MMTV. Par ailleurs, les autres voies de transmission classiques des virus, une transmission vénérienne ou transmission chez les toxicomanes partageant des seringues ou utilisant des seringues infectées. Donc les voies de transmission assez classiques, mais qui nécessitent un contact avec des cellules, finalement des cellules infectées qui vont pouvoir transmettre ce virus. Alors, où est-ce qu'on trouve ce virus? Eh bien, on le trouve dans les régions qui vous sont représentées ici en rose, qui sont tirées d'une revue d'Antoine Gessin à l'Institut Pasteur, qui est un des meilleurs spécialistes de ce virus. On le trouve, vous voyez, surtout en Afrique intertropicale. Et puis, de manière intéressante aussi, un deuxième foyer historique très important dans le sud du Japon. Et également en Amérique centrale et en Amérique du Sud, en particulier au Brésil, où il se trouve également des sujets infectés. Alors c'est un virus, il existe des homologues de ce virus chez les singes, également chez les bovins. On connaît un virus quasi identique qui s'appelle le BLV, Bovine Leukemia Virus. On estime que chez l'homme, il y a environ entre 10 et 20 millions de sujets infectés par ce virus. Et c'est un virus qui a suivi l'homme dans ses migrations. Et on a pu établir, par des changements dans le génome du virus, on a pu déduire la manière dont les groupes humains avaient migré et s'étaient séparés les uns des autres, en particulier en examinant les virus qui ont été isolés de populations mélanésiennes, qui vivent relativement séparés des autres, et donc on a pu proposer une évolution de ce virus qui a vraiment suivi les migrations humaines. Alors, ce virus donc prévalent dans ces régions, qu'est-ce qu'il va donner? Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que dans beaucoup de cas, il ne donne rien du tout, ce qui est évidemment très, très rassurant. Les leucémies sont rares. Elles vont quand même toucher entre 4 à 5% des sujets infectés, plus chez les hommes que chez les femmes, pour des raisons qui ne sont pas entièrement connues. Elles sont tardives, souvent plusieurs dizaines d'années après l'infection. La physiopathologie, comme on va le voir, est assez discutée, mais très clairement, il y a un rôle extrêmement important du système immunitaire et de la réaction antivirale, et on va voir pourquoi. Et puis ça, c'est aussi un thème qu'on va voir assez souvent dans ce cours. L'infection par le virus, finalement, va agir aussi de manière indirecte, contrairement aux mécanismes caricaturaux extrêmement simples dont on a parlé dans le cours précédent. Là, on va avoir de l'inflammation, on va induire de l'instabilité du génome, on va induire du stress oxydant,
Et toutes ces agressions, finalement, à la cellule infectée vont concourir au mécanisme de transformation, mais vous voyez, de manière indirecte, finalement, en induisant de l'agression, finalement, de la cellule. Et puis, ce qui n'est pas directement lié au cours d'aujourd'hui, mais qu'il faut savoir aussi, il y a d'autres manifestations cliniques, en particulier des maladies auto-immunitaires qui ont été décrites de manière assez spécifique chez ces patients, et puis également un syndrome neurodégénératif qui, par certains côtés, pourrait évoquer une maladie bien connue qui est la sclérose en plaques, et qui, d'un point de vue de l'histoire des sciences, est assez intéressant parce que c'est le premier syndrome neurodégénératif qui a été rattaché à une infection rétrovirale. Et ça a été une chose importante parce qu'on connaissait beaucoup, depuis longtemps, on connaissait des modèles animaux dans lesquels des rétrovirus étaient capables d'induire des maladies neurodégénératives. On a cherché pendant des dizaines et des dizaines d'années chez l'homme, et finalement, un peu par hasard d'ailleurs, on a trouvé que cette maladie neurodégénérative très particulière qu'on trouve donc aux endroits où il y a de l'HTLV1 est liée directement à l'infection par le virus, montrant donc que chez l'homme, comme chez les animaux, certaines maladies neurodégénératives pouvaient être liées à l'infection par le virus HTLV1. Alors, cette leucémie, à quoi ressemble-t-elle? Eh bien, elle a des aspects morphologiques extrêmement particuliers que vous pouvez voir ici. On appelle ça les cellules à fleurs, flower cells en anglais, avec cet aspect absolument caractéristique qu'on ne voit que dans cette maladie liée à ce rétrovirus, donc dans ces populations prédisposées, et on ne voit ça nulle part ailleurs. Hein. C'est l'existence de ces flower cells dans le sang, en grand nombre, comme vous pouvez le voir ici, est un signe quasiment diagnostique de la maladie. Alors, qu'est-ce qui cause cette maladie? Est-ce que c'est comme dans le cas des maladies chez l'animal que nous avons vu dans le cours précédent? Est-ce que c'est la mutagénèse d'insertion? Eh bien, il semble que non. Et les premiers modèles ont très vite pointé du doigt le rôle de cette protéine TAX. Alors, cette protéine TAX, c'est une protéine très importante dans la vie du virus parce que c'est une protéine, c'est ce qu'on appelle le transactivateur viral. Beaucoup de ces virus, on va le voir, ça va être un thème récurrent de notre cours d'aujourd'hui, beaucoup de ces virus ont des protéines particulières qui vont aller directement activer leur centre de régulation de l'expression génétique, hein, ce qu'on appelle le promoteur ici, donc dans ce cas-là, le LTR, et qui vont donc auto-activer l'expression du virus. Donc finalement, c'est une pédale d'accélération qui va lancer l'expression virale. Eh bien, dans le cas du virus HTLV1, cette pédale d'accélération, si j'ose dire, c'est cette protéine TAX qui va aller intervenir sur le promoteur et induire la transcription du virus. Alors, le problème, si j'ose dire, c'est que cette protéine TAX, c'est un accélérateur sale, dans le sens où il va accélérer des tas de choses, parce qu'il va jouer sur des tas de mécanismes. Alors, bien entendu, on ne va pas décrire toute cette diapo, mais vous voyez que cette protéine TAX va être capable d'interférer avec de très nombreuses voies de régulation de la cellule, et donc elle ne va pas seulement accélérer, augmenter l'activité du virus, mais elle va augmenter l'activité de toutes sortes de gènes cellulaires. Et en particulier, elle va conduire à l'activation d'une boucle de régulation autocrine, c'est-à-dire entre les lymphocytes T qu'elle va infecter et un facteur de croissance, et faire donc que ce facteur de croissance qui va être sécrété sous l'effet de cette protéine virale va augmenter considérablement la croissance de ces lymphocytes. Alors vous allez me dire, pourquoi au fond est-ce qu'on n'a pas une transformation immédiate, puisque vous m'expliquez qu'on a une protéine virale qui est capable d'induire la croissance de manière extrêmement forte, et c'est vrai, pourquoi est-ce qu'on n'a pas au fond des manifestations cliniques immédiates? Eh bien pour une raison très simple, c'est qu'en fait cette protéine TAX est une protéine virale, elle va donc être reconnue comme étrangère par l'organisme, et étant reconnue comme étrangère, il va y avoir une intense réaction immune. Et donc on va être dans cette situation un peu paradoxale où le virus fait proliférer la cellule infectée,
mais en même temps, le système immunitaire va détruire massivement ces cellules infectées, car elles sont reconnues comme étrangères. Et donc on va avoir cet état d'équilibre qui va s'installer entre, au fond, un gène viral qui fait pousser et un système immunitaire qui va répondre en tuant, avec une très grande efficacité, ces cellules infectées pour maintenir, au fond, l'infection virale sous contrôle. Et cet état d'équilibre peut durer plusieurs dizaines d'années. Et pendant ce temps-là, eh bien, on va avoir d'autres changements qui vont intervenir, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au fond, on va avoir de l'inflammation, on va avoir du stress oxydant, on va avoir tout ce qui s'accompagne de ce mécanisme, tout ce qui accompagne ce mécanisme de prolifération-destruction. Et au fil des années, on va accumuler des changements transcriptionnels, des changements dans les micro-ARN, qui vont induire, au fond, un passage d'un état de prolifération dont vous avez tout de suite compris qu'il était polyclonal, puisque chaque cellule infectée va se mettre à pousser, et on va avoir progressivement une sélection clonale qui va permettre d'arriver ensuite à la leucémie, ou d'arriver d'ailleurs ou pas, puisque je vous ai dit que ça se passait finalement chez peut-être 4% des sujets infectés. Alors, donc, rôle absolument essentiel du système immunitaire, et puis également, et ça c'est d'une découverte plus récente, deuxième chose importante, c'est que ce gène HBZ, eh bien ce gène HBZ, lui au contraire, est une pédale de frein. Et on ne comprend pas très bien encore ce qui va réguler l'équilibre entre l'accélérateur et le frein, mais cette protéine HBZ va avoir un effet de s'opposer, un effet négatif donc, pour s'opposer à la prolifération des cellules infectées, peut-être pour rendre l'infection virale plus tolérable par l'organisme hôte. Et donc, par des mécanismes moléculaires qui ont été élucidés, mais sur lesquels je n'insisterai pas, cette protéine virale HBZ va au fond inhiber la protéine virale TAX pour essayer de créer un état d'équilibre entre les deux. Alors, au fond, on pourrait imaginer qu'on a un modèle simple dans lequel on a une protéine TAX qui est transformante et une protéine HBZ qui, elle, va avoir un effet anti-transformant parce qu'elle bloque TAX. Alors en fait, la situation est plus compliquée et c'est pour ça qu'au fond, la pathogénie de cette maladie reste encore assez mystérieuse. Il y a des écoles qui ne sont pas vraiment d'accord sur les mécanismes. On est encore en pleine recherche. Pourquoi? Eh bien parce que HBZ, certes, s'oppose à TAX, mais HBZ a également des effets qui favorisent la croissance, mais une croissance grâce à des signaux de régulation différents de ceux de TAX. Et ceci est reflété par le fait que quand on a cherché à créer des modèles animaux de cette maladie, par des approches par exemple de transgénique, eh bien, on va avoir des leucémies avec des souris dont le génome exprime de manière constitutive la protéine TAX dans les lymphocytes T, ce qui est donc logique si on imagine que TAX est un oncogène, mais on va également avoir des leucémies avec des transgéniques pour le virus, pour la protéine virale, HBZ. Et donc, il y a des écoles, pour l'instant, qui ne sont pas tout à fait d'accord sur la contribution respective entre les deux voies de transformation. Et la part respective de chacun n'est pas vraiment bien déterminée. Donc, c'est ce que je vous ai représenté ici. Ça, c'est des données, par exemple, dans le cas de la protéine TAX. Donc, on peut arriver chez la souris à faire exprimer cette protéine TAX et on va obtenir une leucémie avec des caractéristiques très proches de la maladie humaine. En particulier, vous voyez ces flower cells dans le sang, des lésions de l'os, des lésions lytiques de l'os qui sont assez caractéristiques, et puis on peut arriver, même avec des artifices de luminescence, à voir directement chez la souris vivante cette leucémie qui évolue ou éventuellement qui régresse en fonction du traitement. Et donc, il y a plusieurs écoles, pour l'instant, pour savoir quelle est la part relative
des gènes viraux dans cette transformation cellulaire. Et ça, c'est extrêmement important pour savoir au niveau pharmacologique, est-ce qu'il faut cibler? Est-ce qu'il faut cibler TAX ou est-ce qu'il faut cibler HBZ ou est-ce qu'il faut cibler les deux à la fois? Ça, pour l'instant, on ne sait pas encore. Il y a des travaux qui ont pu montrer que des approches ciblées sur TAX, en particulier en induisant la protéolyse, la dégradation de cette protéine TAX, ont des effets importants. Donc, je vous le disais, la physiopathologie est discutée. Rôle capital du système immunitaire et de la réaction antivirale, on l'a vu. Induction de l'instabilité du génome. Alors, au niveau santé publique, qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, le plus simple, c'est de se débarrasser du virus. Et le moyen le plus simple de se débarrasser du virus, eh bien, c'est d'arrêter l'allaitement maternel chez des femmes qui sont infectées par ce virus. C'est ce qui se fait au Japon depuis longtemps, où toutes les femmes qui enceintes ont un typage, une recherche du virus HTLV1. Et si elles ont le virus HTLV1, eh bien, on leur demande spécifiquement de ne pas allaiter pour arrêter la transmission du virus. Et on espère donc que d'ici 1 ou 2 générations, on va arriver à diminuer fortement l'incidence de ce virus. Pourquoi? Parce que la maladie, une fois établie, reste très difficile à traiter. Même s'il y a finalement un détonateur unique dans cette maladie, même si on connaît son origine, le fait d'abord qu'on ne soit pas entièrement d'accord sur la pathogénie et qu'ensuite il y ait tous ces changements secondaires qui vont arriver pendant cette longue période de latence de la maladie, fait que la maladie reste une maladie très agressive et qu'une fois qu'elle est déclenchée, elle reste très, très difficile à traiter. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur ce virus HTLV1. Donc, vous voyez une problématique qui, au fond, est très différente de ce qu'on a vu pour les modèles animaux. On n'est pas du tout dans un mécanisme caricatural des systèmes que nous avons vus chez l'animal dans le cours précédent. On n'a pas d'activation claire d'oncogènes. Ce qui va être responsable de la transformation, ce sont des protéines virales, et puis un certain nombre de choses qu'on ne connaît pas encore bien pour l'instant. Alors, donc ça, c'était le premier virus humain dont je voulais vous parler, un rétrovirus, donc avec ce cycle que nous avons vu dans le cours précédent. Et nous allons maintenant passer à une deuxième famille, qui sont les virus à ADN. Alors, ces virus à ADN, on va voir qu'ils sont beaucoup plus divers et beaucoup plus complexes que les rétrovirus. On va voir que dans certains cas, on a une intégration qui est possible, mais qui n'est pas obligatoire. Là encore, comme dans le cas du virus HTLV1, on va voir qu'il y a un rôle absolument essentiel et fondamental de la réponse immunitaire dans la physiopathologie. Donc la manière dont l'organisme va répondre au virus pour se défendre est très important pour comprendre la maladie. On va voir aussi, un petit peu à la manière de TAX, qu'il existe des protéines virales spécifiques dont une des fonctions va être de mettre les cellules infectées en cycle. Et on va voir que ceci a conduit à la découverte des anti-oncogènes et en particulier de P53. Là encore, comme dans le cas d'HTLV1, on va avoir souvent de longues périodes de latence entre l'infection et le développement de la maladie, et cette longue période de latence souligne le rôle des événements secondaires. Et puis enfin, au niveau de la santé publique, eh bien, ce sont des virus, les 3 dont nous allons parler, sont des virus qui posent de réels problèmes de santé publique. Ce sont des virus qui infectent un très très grand nombre de sujets. Et on va voir que dans certains cas, des stratégies vaccinales ont été mises en place et que ces stratégies vaccinales devraient encore, là aussi, d'ici 1 ou 2 générations, avoir des effets très importants. Et on peut espérer même que certains de ces virus disparaissent beaucoup, voire disparaissent complètement. Alors, voilà ce que je voulais vous dire en généralité. On va commencer par donc, le premier. Historiquement, la famille des virus papillomes, dont le chef de file est l'HPV. Pourquoi on commence par lui? Parce que c'est en fait le premier qui a été découvert. C'est la variante humaine finalement du virus de Shope, ce virus découvert dans les années 30 qui induisait des papillomes chez les lapins. Donc
Virus dont on a très vite su que c'était un virus à ADN, puisque ce virus pouvait être inactivé par des enzymes capables de dégrader l'ADN. Alors, ce virus est un petit virus, c'est un virus non enveloppé avec un relativement petit génome circulaire qui vous est représenté ici, une région centrale de régulation, un peu l'équivalent du LTR tout à l'heure pour le rétrovirus, qui va assurer à la fois la réplication et la transcription. Et puis, un premier grand groupe qui vous est représenté ici en violet, qui sont ce qu'on va appeler des gènes précoces, qui sont des gènes de régulation de l'activité du virus. On va voir exactement leur fonction dans un instant. Et puis ensuite, des gènes qui vous sont représentés ici en vert, qui sont des gènes qu'on a appelés tardifs. Ces gènes tardifs sont des gènes qui vont fabriquer les capsides, donc l'équivalent de la capside chez les rétrovirus, qui va permettre l'assemblage et la protection du génome viral pour l'infection plus tard. Donc, quelle est la fonction donc ça va être l'origine de réplication et l'origine de transcription. Les premières protéines qui ont été découvertes sont les protéines E1 et E2, qui vont être des protéines qui vont aller se fixer sur cette région et assurer la réplication du virus et la transcription. Le gène E4, on ne va pas beaucoup en parler, c'est un gène qui favorise la formation du virus et qui va contribuer à la rupture des microtubules. On va surtout parler des deux gènes fondamentaux, E6 et E7, dont on va voir que ce sont les gènes qui vont cibler les points de contrôle, les points de régulation de la cellule, et puis juste un mot sur ce gène E5, qui va être au fond un coactivateur de certains récepteurs cellulaires, et donc qui va en particulier augmenter l'activité d'une protéine cellulaire qui est le récepteur à l'EGF et favoriser donc la mise en cycle des cellules. Bon, donc vous voyez un ensemble assez complexe de régulation. On va surtout se focaliser aujourd'hui sur E6 et E7, qui sont vraiment les gènes absolument fondamentaux pour le cancer. Là, avant de parler du cancer, parlons d'abord de l'infection naturelle. Donc l'infection naturelle va se faire sur des muqueuses. Alors chez l'homme, c'est assez souvent à l'origine du cancer la muqueuse du col utérin. Chez le lapin, ça peut être l'épithélium cutané. Et donc on va avoir une brèche qui va permettre au virus de rentrer tout au fond en profondeur de l'épithélium, vous voyez, au niveau de ces cellules progénitrices les plus indifférenciées. Et ce sont ces cellules qui vont être infectées. Et ensuite, au fur et à mesure de la différenciation de l'épithélium cutané, dont on a parlé dans le premier cours, eh bien, on va d'abord avoir l'expression des premiers gènes, des gènes régulateurs. Je vous rappelle E1, E2 qui vont couvrir et permettre le fonctionnement de l'origine de réplication et de l'origine de transcription. E6 et E7 qui vont induire la prolifération de ces cellules et permettre la réplication du virus. Plus tard, on va avoir le début de l'expression des gènes de structure, L1, L2, et puis tout à fait à la fin, quand les cellules sont arrivées dans le stade ultime de leur différenciation, on va avoir l'assemblage des virions et le relargage des virus arrivés au sommet de cet épithélium. Alors, comment se passe l'histoire naturelle de la maladie? Eh bien, on va avoir d'abord une infection. Assez rapidement, on va avoir une dysplasie donc de bas grade, avec des cellules anormales du fait de l'expression de certaines de ces protéines virales. Si on attend un peu plus longtemps, cette dysplasie de bas grade pourrait évoluer vers une dysplasie de haut grade, sur un temps qui met de 1 à 5 ans. Et à chaque instant de ces premiers stades de l'infection, on est susceptible d'avoir la régression et la disparition de ces lésions, donc la résolution spontanée de l'infection.
Et puis, sur une période ensuite qui s'étend, vous voyez, de 1 à 40 ans, donc qui peut être extrêmement longue, on peut avoir évolution vers le cancer invasif. Et en fait, cette évolution vers le cancer invasif, on sait qu'elle va assez souvent, très souvent, s'accompagner de l'intégration de ce virus. Jusqu'à présent, dans les premières phases, le virus est situé sous forme d'un épisome, c'est-à-dire que cet ADN circulaire va rester à côté des chromosomes dans le noyau. Le virus, en quelque sorte, joue son propre jeu. Il est dans la cellule, mais il est séparé. Et puis, ce passage entre la dysplasie de haut grade et le cancer invasif va souvent s'accompagner de l'intégration de ce virus. Et cette intégration se fait de manière assez caricaturale en gardant uniquement cette région, donc la région avec les gènes E6 et E7, ce qui souligne le rôle extrêmement important, comme on va le voir, de ces deux gènes dans le processus de transformation. Alors, donc, chose importante, vous voyez qu'on n'a pas une transformation, on a des phénotypes, on a des phénomènes immédiats de dysplasie, mais pas franchement d'évolution vers le cancer. C'est l'intégration qui va être responsable très souvent de la transformation. Pourquoi? Eh bien, en partie à cause de la perte des effets de E2 qui va avoir un effet négatif sur l'activité transcriptionnelle de ce groupe. Et donc, souvent, l'intégration s'accompagnant de la perte de E2 va conduire en fait à la surexpression de ces gènes E6 et E7. Alors, ça, c'est un peu la même chose qui vous est représentée sous une forme plus imagée. Donc, avec finalement l'évolution ici de la maladie dans le temps, vous avez ce que je vous ai présenté tout à l'heure avec l'infection initiale qui va donc conduire à l'infection de cette cellule au niveau de la membrane basale. Pendant un certain temps, eh bien, cette cellule infectée va induire cette différenciation anormale avec le virus toujours en épisome et production de particules virales qui vous sont présentées ici. Et puis, vous voyez qu'on va avoir une augmentation avec le temps de ces cellules infectées par le virus. Et puis, à un moment donné, on va avoir l'intégration qui vous est représentée ici avec cette cellule complètement anormale qui est maintenant à intégrer le génome du virus et qui va s'accompagner donc de l'arrêt d'ailleurs de la production du virus et puis d'une prolifération importante de ces cellules. Alors, le temps mis au développement du cancer vous montre que la présence de l'HPV est nécessaire, mais n'est pas suffisante. Et ça m'amène à vous parler du fait qu'il y a de très nombreux types de virus HPV, de plusieurs dizaines, peut-être même qu'on monte jusqu'à 100, et qu'il y a certains types qui sont dits de haut risque pour le développement du cancer du col de l'utérus en particulier. Et les deux virus les plus courants de haut risque sont le 16 et le 18, et puis il y a des virus de bas risque. Je vous ai dit donc que la perte de E2 allait augmenter l'expression de E6 et de E7, cette expression de E6 et de E7 va s'accompagner d'instabilité génomique et qu'on a une intégration fréquente au stade de cancer, surtout avec l'HPV-18, où c'est quasiment toujours une forme intégrée. Et puis, en plus de tous ces mécanismes, il y a une possible insertion, mutagénèse insertionnelle, comme dans le cas des rétrovirus, mais qui survient tardivement, en particulier avec le gène MYC, dont on a déjà parlé, mais pas seulement. Alors, que font ces protéines E6 et E7? Eh bien, elles vont cibler des voies absolument centrales du contrôle de la prolifération cellulaire. Et schématiquement, E7 va cibler le contrôle de la prolifération et E6 va cibler l'apoptose qui résulte souvent de cette prolifération anormale. Donc l'idée, c'est que E6 va induire une prolifération immédiate qui va permettre donc la réplication du virus, mais cette prolifération immédiate anormale va induire une réaction cellulaire qui est une réaction de type apoptose, donc une réaction de mort de la cellule. La cellule se met à proliférer de manière anormale, elle le comprend et elle va mourir. Et c'est le gène E6 qui va bloquer cette mort induite par la prolifération anormale. Et donc, la combinaison des effets de E6 et de E7 va induire
l'immortalisation, et c'est cette immortalisation qui va être à l'origine de ces dysplasies, d'abord de bas grade puis de haut grade, dont nous avons parlé. Et cette immortalisation, avec le temps, va s'accompagner d'instabilité génomique, et ceci va conduire à la transformation. Alors, quelles sont les cibles? Eh bien, les cibles, et c'est là où je vous ai dit en guise d'introduction que ces virus avaient été extrêmement importants pour commencer à comprendre certains éléments du contrôle de la prolifération cellulaire, eh bien, on sait que dans une cellule normale, la décision de se multiplier, la décision de synthétiser de son ADN pour se multiplier, fait appel à un facteur de transcription essentiel qu'on appelle E2F. Et ce facteur E2F va être réprimé par une protéine dont on a déjà parlé, qui est la protéine RB, la protéine du rétinoblastome, donc qui va se fixer sur E2F et assurer la répression de cette entrée en cycle. Donc c'est ce complexe qui va, par un mécanisme de contrôle de la transcription, de l'expression des gènes, contrôler l'expression d'un certain nombre de gènes qui vont permettre à la cellule de se diviser. Eh bien, que va faire cette protéine E7? Eh bien, cette protéine E7 va essentiellement cibler la protéine RB, et elle va être capable, et c'est son activité principale, de se fixer à RB et de la neutraliser. Eh bien, donc, alors, il y a par ailleurs toute une série d'autres effets qui ont été décrits, dont on ne parlera pas en détail aujourd'hui. La fonction vraiment principale, c'est d'inactiver la protéine RB. Et donc, en inactivant cette protéine RB, eh bien, on va se retrouver finalement comme dans une cellule qui aurait perdu les deux allèles de la protéine RB. Et ce facteur de transcription E2F maintenant n'est plus réprimé, et n'étant plus réprimé, il va induire immédiatement la synthèse des gènes qui vont permettre la préparation de la division cellulaire en faisant fabriquer des nucléotides, en faisant fabriquer des enzymes nécessaires à la division cellulaire, et donc on va induire la division cellulaire. Alors, l'induction de cette division cellulaire, je vous l'ai dit, comme elle est anormale, comme elle est extrêmement brutale, va induire une réaction d'apoptose, donc de mort cellulaire programmée. Et là, c'est le rôle de l'autre protéine. Vous voyez, on est un peu comme avec un fusil à deux coups. Le premier blesse et le deuxième tue. Le premier coup blesse et le deuxième tue. Eh bien, ce que va faire E6, E6 va principalement induire la dégradation de cette protéine P53, protéine P53 dont on a déjà parlé, qui est la gardienne du génome, qui va censeur universel du stress, qui va sentir dès que quelque chose ne va pas bien. Eh bien, là, cette protéine E6 va induire la dégradation de la protéine P53 par l'intermédiaire d'une protéine qui s'appelle E6AP, peu importe, et va induire la dégradation, va induire l'adressage de P53 vers le protéasome et induire donc la prolifération cellulaire et la perte de ce contrôle apoptotique, ainsi que d'autres effets. Encore une fois, les autres effets existent, mais sont moins importants. Très schématiquement, donc, on va avoir E6 qui va cibler le contrôle de la prolifération directement, et E7 qui va cibler le contrôle de l'apoptose. Et quand vous avez une induction de prolifération désordonnée et plus d'apoptose possible, eh bien, la cellule va se mettre à pousser et ça va permettre la réplication du virus. Donc, voilà les deux mécanismes fondamentaux de cette transformation par le virus HPV. Et vous ne serez pas étonné lorsque je vous dirai que ce qui va définir les virus HPV de haut risque par rapport aux virus HPV de bas risque, eh bien, ça va être l'affinité, l'efficacité de cette liaison entre E6 et P53 et entre E7 et RB. Chaque virus, au fond, va avoir des protéines un petit peu différentes. Certaines protéines vont avoir une affinité extrêmement forte pour RB et extrêmement forte pour P53. Et c'est cette capacité de bloquer la fonction de RB et la fonction de P53, cette capacité d'induire le cycle et de bloquer l'apoptose qui va définir les virus à haut risque, ceux qui sont susceptibles de donner des cancers, et les virus à bas risque, ceux qui le font extrêmement rarement. Donc, si on reprend le schéma de Weinberg, dans lequel on va avoir
l'ensemble des différentes caractéristiques des cellules cancéreuses. Vous voyez la prolifération continue, ça c'est donc largement la fonction de 2F et de RB, être capable de s'échapper des suppresseurs de tumeurs, bloquer la réponse immune, devenir immortel, induire l'inflammation, induire l'angiogénèse, induire l'instabilité du génome, induire la résistance à la mort. Eh bien, on voit que sur toutes ces caractéristiques, au fond, elles vont toutes être ciblées, ou presque toutes être ciblées, par ces deux protéines virales. Et donc, au fond, ces deux protéines virales sont capables de faire pratiquement tout le travail. Et vous voyez, donc, c'est un changement de paradigme complet par rapport à ce que je vous ai présenté dans le cours précédent. Vous vous rappelez, dans le cours précédent, donc, les rétrovirus vont aller réveiller des oncogènes cellulaires, soit en les capturant, soit en s'insérant à leur proximité. Ici, c'est complètement différent. Vous voyez qu'ici, on a des protéines virales, et ces protéines virales, par des interactions avec des protéines cellulaires, vont être capables d'inactiver toute une série de points de contrôle. Et cette inactivation des points de contrôle va être capable d'induire cette prolifération immédiate. Alors, cette prolifération immédiate, on a vu qu'elle n'était tout de même pas suffisante pour induire le cancer. Après, il faut aussi la malchance. Pourquoi? Parce que eh bien, les cellules infectées, vous l'avez vu, ces cellules infectées, elles vont naturellement progresser dans l'épithélium et disparaître. Et donc, il faut d'autres événements, et c'est là où l'instabilité génomique va être essentielle. Il va y avoir d'autres événements que E5 et E6. L'induction de l'instabilité génomique, des mutations secondaires vont être extrêmement importantes pour le passage à la transformation complète. Et puis, également, l'intégration virale, et l'intégration virale à proximité de facteurs cellulaires. Je vous ai parlé de MYC, il y en a d'autres, et des études récentes ont montré que l'intégration à proximité de MYC et l'amplification de MYC chez des patients qui ont déjà des cancers établis est un facteur extrêmement important du pronostic. Donc on a, en résumé, et avant de marquer une courte pause, un mécanisme là qui est assez caricatural, qui fait donc appel à l'inactivation et au réveil de protéines cellulaires, au réveil d'autres par mutagénèse insertionnelle, et puis au niveau santé publique, comme vous le savez certainement, des vaccins qui ont été développés depuis une dizaine d'années. Alors ces vaccins sont ciblés contre les deux types à haut risque, contre HPV 16 et HPV 18. Ils vont donc protéger contre une bonne partie des papillomavirus, mais pas tous. Et on espère que ces vaccins vont contribuer à faire baisser l'incidence des dysplasies d'abord, et puis ensuite des cancers du col de l'utérus dans les pays dans lesquels ils ont été mis en place. Comme vous le savez probablement, il y a une discussion autour de ces vaccins parce qu'ils sont très coûteux et que ces vaccins sont surtout, enfin, ces cancers, pardon, sont surtout fréquents dans les pays du tiers-monde qui n'ont pas les moyens aujourd'hui de faire vacciner leur population. Néanmoins, mis à part le vaccin, il y a également des conduites de prévention. Et vous savez que le dépistage systématique par des frottages cervicaux, des examens de frottis cervicaux est un élément extrêmement important qui permet le dépistage de ces dysplasies avancées, qui permet de les éliminer et qui a déjà, dans les pays développés, considérablement contribué à la diminution de la mortalité par ces tumeurs. Donc, voilà ce que je voulais vous dire sur ce deuxième virus. Alors, vous voyez que c'est pas du tout, c'est assez différent finalement des virus animaux. Ça ressemble un petit peu par les mécanismes à HTLV1, mais en termes de santé publique, c'est un problème beaucoup plus répandu, beaucoup plus sérieux qu'HTLV1, qui est à l'origine de plus de cancers. Voilà, on va faire une petite pause, et puis ensuite, je vais vous parler donc des deux autres virus dont j'ai choisi de vous parler, c'est-à-dire les virus des hépatites, avec des mécanismes là encore un petit peu différents, et puis finalement le virus d'Epstein-Barr, qui lui est un virus extrêmement compliqué, avec des mécanismes très, très différents, mais qui est à l'origine aussi d'un nombre élevé de cancers chez l'homme. Merci.
Bon, donc on va reprendre. Donc vous voyez ici un modèle, au fond, relativement simple, parce qu'on a deux protéines virales fondamentales qui sont responsables de ces effets caricaturaux sur la prolifération et sur l'apoptose, plus d'autres choses, l'effet d'instabilité génétique, l'intégration du virus au voisinage de gènes, etc. Alors, une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est qu'en fait, l'étude de ce virus a été particulièrement complexe parce qu'il ne se réplique bien que dans des kératinocytes parfaitement différenciés. On a eu énormément de mal à pouvoir avoir des systèmes de culture qui permettaient la réplication du virus. Donc ça a été tout à fait différent de ce que je vous ai montré, par exemple, pour le virus de Rous, où vous mettez le virus de Rous, le RSV, sur des fibroblastes. On va avoir cette transformation immédiate. Là, ça a été infiniment plus complexe. Il a fallu des années, peut-être même des dizaines d'années, pour trouver les bons systèmes de culture avec des véritables cellules permissives qui soient capables de répliquer le virus et donc qui ont permis de faire de la virologie avec un système de cellules permissives. Bon. Donc, le rôle du dépistage, le rôle de la prévention, le rôle des vaccins et un virus qui a un poids très significatif dans les cancers humains. D'ailleurs, la découverte à l'origine du rôle des HPV a été faite en comparant l'incidence des cancers dans des pays différents, et on s'est aperçu qu'en Amérique latine, il y avait énormément de cancers du col, et c'est ça qui a mis, dans les années 70, sur la piste du rôle de l'HPV dans le cancer du col. Alors, on va parler maintenant des hépatites. Donc, les hépatites vont être liées au cancer, on va le voir là par un mécanisme qui va être relativement différent, qui va faire surtout appel finalement, principalement appel à la destruction chronique des cellules et à la régénérescence induite par cette destruction chronique. Alors d'abord quelques chiffres d'épidémiologie et de santé publique. Au niveau du monde, à peu près 80% des cancers du foie sont liés à l'infection chronique par les hépatites, qu'elles soient B ou C. Avec, en Europe et aux États-Unis, une prédominance du virus C, dans les pays en voie de développement, une prédominance du virus B, sauf en Égypte, où pour des raisons historiques, il y a une infection extrêmement importante par le virus de l'hépatite C, qui a été liée à des pratiques médicales pas bien contrôlées, ce qu'on appelle donc des infections iatrogènes, où il y a de nombreux patients qui ont été infectés par ce virus à l'époque où on ne savait pas qu'il était dangereux. Donc, rôle absolument chronique rôle absolument essentiel de l'infection chronique, et en particulier de l'infection chronique avec des lésions hépatiques, comme on va le voir tout à l'heure. Et ça dépend de manière critique de l'âge de l'infection. Et on va voir que ça, c'est le cas en particulier pour le virus de l'hépatite B. Quand on est infecté à la naissance, on a beaucoup plus de chances ou de malchance d'avoir des complications parce qu'on devient tolérant facilement, et de l'état immunitaire. Et donc, le mécanisme va faire appel à la régénérescence, au fond. Le virus va détruire le foie va repousser, le virus va détruire le foie par le système immunitaire, le foie va repousser, et au fur et à mesure que le foie repousse, évidemment, on va augmenter la probabilité d'avoir des accidents, en particulier du fait qu'on est dans un contexte très souvent inflammatoire. Et par ailleurs, il y a une instabilité chromosomique qui va être liée à l'expression de certaines protéines virales, donc un petit peu comme dans le cas précédent, mais avec un rôle probablement moins important que dans le cas précédent où E6 et E7 sont absolument fondamentales. Et puis, dans le cas de l'HBV, il peut y avoir également un rôle de l'intégration, comme de l'intégration du virus, comme on l'a vu tout à l'heure avec le cas de l'HPV. Alors, un coup d'œil sur le génome. Donc là aussi, c'est un petit génome. Petit génome, vous voyez à peu près 3000 paires de bases. Un génome extrêmement compact, avec un gène de capside, les protéines de surface, donc qui sont l'équivalent de l'enveloppe, très grande région P, qui contient en particulier les enzymes nécessaires à la réplication du virus, et puis cette région X, qui va être finalement la protéine importante, la protéine virale, qui va favoriser la transformation cellulaire, là encore,
en déréglant un certain nombre de fonctions cellulaires. Et en fait, on sait qu'il existe, on ne va pas en parler aujourd'hui, mais il existe certaines analogies entre la réplication du virus HPV et les rétrovirus. Bien que ce soit un virus à ADN, il y a des phases de sa réplication qui font appel à de l'ARN comme les rétrovirus. Et d'ailleurs, la structure générale du génome rappelle un petit peu dans son organisation celle des rétrovirus. Cette région X, finalement, correspondant un peu à la région TAX dans le cas du virus HTLV1. Donc un génome très compact avec cette région X dont on reparlera tout à l'heure. Dans le cas du virus de l'hépatite C, donc là on est dans un cadre virologique complètement différent, c'est un virus à ARN avec un seul brin d'ARN et puis une polyprotéine qui va être ensuite clivée et être clivée en un certain nombre de constituants qui vont permettre, à partir d'une seule protéine, d'avoir toute la réplication du virus. Et là aussi on va voir que certaines de ces protéines ont un effet toxique pour la cellule et vont contribuer à la transformation. Alors ça c'est probablement le schéma le plus important du cours, c'est l'évolution au fond, l'évolution naturelle d'une infection en fonction des différents virus. Donc commençons peut-être par le virus de l'hépatite B. Donc après une infection par le virus de l'hépatite B, eh bien, dans 25% des cas, on va guérir. Et on va avoir une hépatite, et puis on va avoir une très forte réaction immunitaire. Et la réaction immunitaire va permettre de se débarrasser du virus. Et donc on aura une infection, et puis on n'entend plus parler. Et puis dans 10% des cas, on va avoir une réponse immunitaire qui va être insuffisante, et on va donc avoir un effet de persistance. Et cet effet de persistance peut avoir deux conséquences. Soit on va avoir un virus persistant, mais on ne va avoir aucun signe. Donc le virus est là, mais il ne rend pas malade, en quelque sorte. Et puis, dans 30% des cas, on va avoir l'évolution vers une hépatite qui peut à la longue finir par guérir, mais cette hépatite peut également évoluer vers des séquelles, la fibrose ou la cirrhose. Et quand on arrive au stade de la cirrhose, eh bien, on va commencer à avoir des risques importants d'évolution vers le cancer, parce qu'on a tellement stimulé la régénérescence des cellules hépatiques à travers le processus de cirrhose qu'on va pouvoir aller vers le cancer. Et puis, en parallèle donc, de cette évolution liée au foie, on va avoir l'expression de ces deux protéines virales, HBX dont on a déjà parlé, et dans une moindre mesure les protéines S et pré-S, qui vont pouvoir avoir elles-mêmes des effets pro-transformants par l'intermédiaire du blocage d'un certain nombre de fonctions cellulaires. Alors les choses sont relativement similaires pour le virus de l'hépatite C. Là aussi, on va pouvoir avoir une guérison totale, ou alors évolution vers la persistance sans signe clinique, ou alors persistance avec une hépatite et évolution, là aussi, vers l'hépatite chronique, la fibrose, la cirrhose, qui va pouvoir favoriser le cancer. Et de manière tout à fait symétrique, on va avoir l'expression de ces trois protéines virales, NS3, NS5A ou la protéine de capside, qui vont pouvoir favoriser, à travers l'interférence avec des fonctions de la cellule hôte, favoriser la transformation. Alors, bien entendu, je ne vais pas vous décrire entièrement cette figure très compliquée. Ça, c'est une représentation de la cellule avec un certain nombre de voies de signalisation, des voies de facteurs de croissance, le noyau, avec des facteurs de transcription, le réticulum endoplasmique qui va synthétiser les protéines. La seule chose qui est importante, c'est de voir que la protéine HBX, qui vous est représentée ici en bleu ciel, ou les protéines du virus de l'hépatite C, eh bien, vont agir un peu partout. Et donc, on est dans un contexte finalement plus compliqué que celui des protéines E6 ou E7 dans le cadre du virus de l'HPV, où là, les cibles étaient bien déterminées, les fonctions biologiques étaient bien déterminées, c'est le contrôle de la prolifération, le contrôle de l'apoptose. Là, on voit qu'on a des protéines
qui agissent un peu partout. Donc on sait que ces protéines ont un effet délétère sur la cellule. La meilleure preuve qu'elles ont un effet délétère, c'est que si on fait des souris transgéniques qui vont exprimer certaines de ces protéines, eh bien, ces souris vont développer des maladies du foie. Donc il y a bien un effet direct de ces protéines virales, mais les cibles sont beaucoup plus mélangées. C'est moins simple en quelque sorte hein, que dans le cas du virus HPV. Et donc si on revient sur le schéma précédent de Weinberg, on voit que c'est HBX qui va agir un peu partout. Et puis HBX va également fabriquer des radicaux oxygénés, ce qu'on appelle des ROS, qui vont favoriser la prolifération. Dans le cas du virus de HCV, là aussi, on va avoir ces protéines, NS3, NS5A et le corps, qui vont agir un petit peu partout. L'HCV va aussi faire des ROS par l'intermédiaire de cette prolifération chronique et induire la transformation. Alors, un dernier point important, c'est celui de la télomérase. Alors, pourquoi ? Parce qu'on sait dans l'histoire naturelle de l'évolution d'un cancer du foie, qui vous est représenté ici, qu'il soit lié au virus ou qu'il soit lié à l'alcool, on va avoir un cycle finalement de destruction par nécrose et prolifération du coup des cellules restantes pour refaire cicatriser et faire pousser ce foie. Et donc ça va être à l'origine de cette maladie chronique. Et dans les télomères qui représentent l'extrémité des chromosomes et dont vous savez que l'intégrité est nécessaire pour que la cellule puisse pousser, eh bien, au fur et à mesure de ce mécanisme de destruction-cicatrisation, eh bien, les télomères vont raccourcir et on va arriver au stade de la cirrhose avec des télomères qui sont assez courts. Et donc va ensuite se produire un phénomène de réactivation de la télomérase, qui va permettre de refabriquer ces télomères et de rendre les cellules maintenant immortelles. Et tout le cycle qui va donc accompagner le passage de l'hyperplasie à la dysplasie jusqu'au cancer, eh bien ce cycle va être marqué par la réactivation de la télomérase. Alors cette télomérase peut être réactivée soit par insertion du virus à proximité de la télomérase, donc par un mécanisme de mutagénèse insertionnelle tout à fait typique, mais c'est rare, soit par des mutations dans le gène de la télomérase. Et ces mutations vont permettre de réexprimer la télomérase. Et on sait que ces mutations, finalement, elles commencent à survenir dès le stade de cirrhose, donc avant même qu'on soit dans un processus clairement cancéreux, on va avoir ces mutations qui vont permettre l'émergence de ce système de réparation des télomères. Donc l'intégration du virus a été décrite, en particulier du virus d'hépatite B a été décrite. Donc dans certains cas, à proximité des télomères, comme je vous l'ai dit, dans d'autres cas, dans d'autres gènes qui sont importants. Et donc, pour conclure sur la santé publique, on a une longue latence, le rôle absolument essentiel de l'inflammation chronique et de l'instabilité génomique, donc induit par ce cycle de destruction-cicatrisation. Dans le cas des tumeurs HBV+, on a une mutation de P53 qui est extrêmement fréquente. On a vu l'intégration qui peut être au voisinage de la télomérase ou dans d'autres gènes, et une contribution très lourde au cancer dans certains pays. Je crois que je vous avais montré dans mon premier cours la superposition entre le cancer du foie et la prévalence de l'hépatite B, en particulier avec cette incidence extrêmement forte en Chine et en Afrique intertropicale. Et en particulier en Chine, la transmission se fait assez souvent au moment de l'accouchement, et donc on a des familles dans lesquelles, un petit peu comme l'HTLV1 au Japon, le virus de l'hépatite B se transmettait dans les familles de la mère au nouveau-né. Et ceci est particulièrement important parce que la transmission au moment de l'accouchement, donc chez le nouveau-né, va favoriser de manière très très considérable le passage à la chronicité. Et donc on sait que l'infection néonatale va favoriser la chronicité, or c'est la chronicité qui va favoriser à la longue le cancer. Alors, les autres modes de
contaminations sont la transfusion, l'usage de drogue et puis aussi la contamination vénérienne. Hein, les traitements, la vaccination, qui est donc au point depuis déjà plusieurs années, plusieurs dizaines d'années même, pour le virus de l'hépatite B, et puis les traitements antiviraux qui commencent à apparaître maintenant pour le virus C. On sait que dans certains pays, comme en particulier à Taïwan, où la vaccination a été mise en route il y a déjà une trentaine d'années, il y a eu une baisse considérable du taux d'infection chronique et une baisse considérable du nombre de cancers du foie chez les sujets vaccinés. Le seul problème restant, la contamination néonatale, parce qu'évidemment la vaccination ne va pas permettre d'éviter la contamination néonatale, mais on a déjà des études épidémiologiques très bien faites sur le cancer du foie dans le cadre d'un pays qui vaccine à Taïwan. Un des problèmes médicaux importants qui reste un vrai problème, c'est l'existence de biomarqueurs de transformation sur un foie cirrhotique. C'est-à-dire une fois qu'on a la maladie chronique, une fois que le foie est abîmé par l'infection virale, comment est-ce qu'on va pouvoir savoir à quel moment va apparaître le cancer? Est-ce qu'il peut y avoir des biomarqueurs? Est-ce qu'il peut y avoir des protéines qui vont être libérées dans le sérum, qui vont permettre donc de faire le diagnostic de cancer du foie? Et ça, c'est évidemment critique pour le suivi et le dépistage des malades. Mais là encore, l'existence de la vaccination et la connaissance des modes de transmission permettent d'espérer que l'infection par ce virus va diminuer maintenant dans les décennies qui viennent par des mesures de prévention. Donc voilà ce que je voulais vous dire très schématiquement sur les hépatites. Donc vous voyez qu'on a encore un cas de figure un petit peu différent. On n'est plus comme dans le papillome avec des oncogènes viraux très forts. Là, on a surtout, au fond, ce mécanisme de cicatrisation, c'est ce système immunitaire qui va détruire au long cours le foie qui repousse, certaines protéines virales qui vont conduire à désactiver des systèmes de protection de la cellule, comme HBX, et puis l'intégration possible qui va coopérer pour la transformation. Mais donc un mécanisme finalement qui est beaucoup moins propre au niveau moléculaire, si j'ose dire, que ce qu'on a vu au départ pour les rétrovirus. Alors, on va maintenant finir avec un virus beaucoup plus compliqué, qui est le virus d'Epstein-Barr. Donc le virus d'Epstein-Barr, qu'on appelle aussi l'EBV, pour Epstein-Barr virus, est le premier virus découvert dans une tumeur humaine, donc je dis 1964. Et c'est un virus compliqué, puisque son génome est énorme, 172 kilobases. Je vous rappelle que l'hépatite ou l'HPV, c'était autour de 3000 kilobases, 3 kilobases, donc on est pratiquement 50 fois plus complexe, 50 fois plus compliqué que les génomes qu'on a vus jusqu'à présent. Et ça, c'est une propriété qui est partagée par tous les membres de la famille herpès. Il y a d'autres virus herpès qui sont associés au cancer, mais dont on ne parlera pas aujourd'hui. Et donc, bien entendu, la conséquence de ce génome énorme, c'est qu'il y a de nombreux gènes viraux. Et s'il y a de nombreux gènes viraux, vous vous doutez déjà bien que la biologie va être complexe. Et en plus des gènes viraux, il y a également ce qu'on appelle des miRNA, donc des petits RNA qui vont bloquer l'action des protéines cellulaires par une inhibition de leur traduction. Alors, très vite, ce virus a été un mystère. Un mystère parce qu'encore une fois, c'est le premier virus qu'on a découvert dans une tumeur humaine. On verra que c'était dans le lymphome de Burkitt. Et puis, on s'est aperçu assez rapidement après que certes, ce virus était exprimé par des cellules cancéreuses, mais qu'il était ubiquitaire. C'est-à-dire que une grande majorité de la population, même dans nos pays, a été en contact avec ce virus et donc a des stigmates virologiques de la présence de ce virus. Et donc on comprenait mal comment un virus présent un peu partout pouvait, au fond, être transformant dans certaines conditions. Et ça, de nombreuses études ensuite, dans les décennies qui ont suivi, ont montré qu'il y avait de très nombreux modes de relation avec l'hôte. Ces modes de relation avec l'hôte étant compliqués par le fait que ce virus va infecter les lymphocytes B. Donc, les lymphocytes B, il va infecter les cellules immunitaires et il va donc infecter les cellules qui sont censées se débarrasser des virus. Et donc, c'est au fond il va être présent dans le système immunitaire qui pourtant devrait lutter contre lui, ce qui complique singulièrement la chose, et donc il y a un rôle clé de ce système immunitaire. Alors, contrairement
certains des virus précédents. Et pour compliquer encore la chose, ce virus est un virus qui est directement transformant. C'est-à-dire quand on prend du virus EBV et qu'on va le mettre sur des lymphocytes en culture, eh bien, ces lymphocytes vont devenir immortels. Ils vont se mettre à pousser et ils vont être immortels. Et c'est un moyen classique d'ailleurs de préserver des cellules de quelqu'un. Si par exemple on veut garder son ADN, eh bien, on va prendre quelques cellules B, des lymphocytes B qu'on va prendre dans le sang, on va mettre dessus du virus EBV et ces cellules du coup vont devenir immortelles. Parce que ce virus est transformant. Alors comment expliquer, au fond, que ce virus qui est directement transformant, ce virus qui, dans un tube à essai, est capable de rendre immortelles des cellules, que chacun d'entre nous a, comment se fait-il qu'il ne donne pas plus de cancer? Eh bien là encore, la réponse, c'est le rôle clé du système immunitaire. Et ça rappelle un petit peu ce qu'on a vu à propos d'HTLV1, vous voyez, avec cette capacité d'induire la prolifération massive, mais en même temps d'induire une réaction immunitaire très forte qui va garder, au fond, ces cellules infectées en contrôle. Alors, un peu de microscopie électronique, donc voilà ce virus avec cet aspect très particulier, et puis ce génome absolument énorme, encore une fois, 172 000 paires de bases, des gènes dispersés un peu partout, et au fond, deux types de protéines sur lesquelles on va beaucoup discuter aujourd'hui. Eh bien, des protéines qu'on va appeler nucléaires, qui s'appellent EBNA pour Epstein-Barr Nuclear Antigen, ici 1, 3 et 2, et puis des protéines membranaires qu'on appelait Latent Membrane Proteins, LMP. Et donc ce sont les différents modes de relation, je dirais, les modes de parasitisme différents entre ce grand virus et les cellules qui vont permettre la compréhension des différents types de relations. Alors, que sont ces protéines d'abord? Eh bien, les protéines nucléaires, de manière finalement assez peu surprenante, sont des protéines qui vont régler, comme toujours, la réplication du virus. Donc, EBNA1, qui n'est pas représenté ici, se fixe sur l'épisome, donc elle va se fixer sur l'origine de réplication, c'est un thème qu'on a déjà vu dans les autres. Et puis, la plus importante, EBNA2, va se fixer sur un facteur de la cellule et va permettre d'allumer des gènes cellulaires. Donc là encore, on retrouve cette importance du contrôle de la transcription qu'on a déjà vu avec l'HPV par exemple. Donc EBNA2, cette protéine virale, va se fixer sur ce complexe et va permettre de transformer des gènes qui étaient éteints en des gènes qui sont allumés. Et ça va conduire à l'induction de la prolifération. Et puis les EBNA3 sont des répresseurs. Donc là encore, on retrouve ce thème de l'équilibre entre des protéines virales qui vont faire le frein ou l'accélérateur pour permettre la biologie particulière du virus. Donc des facteurs de régulation. Et puis les protéines membranaires. Alors sans rentrer dans ces schémas qui sont un peu compliqués, cette protéine membranaire est une protéine virale qui va s'ancrer dans la membrane de la cellule. Donc ça c'est LMP1. Et elle va allumer une signalisation par l'intermédiaire de toutes ces cascades. Encore une fois, on ne va pas rentrer dans les détails. Ce qui est très important, c'est que ça va conduire à activer cette voie qui s'appelle la voie NF-κB, qui en gros est une voie absolument essentielle de la survie des lymphocytes B. C'est quelque chose qui va faire que le lymphocyte B va être capable de résister à des signaux de mort. C'est une voie essentielle de prolifération et de survie. Et donc cette voie essentielle de prolifération et de survie, elle est directement à la conséquence de l'expression de cette protéine virale. Et puis l'autre protéine qui s'appelle LMP2, elle va interagir un petit peu à la manière d'un facteur de croissance. Elle va activer des cascades qui sont bien connues dans la régulation des facteurs de croissance pour induire la prolifération. Alors, je vous ai dit que le virus était compliqué. Il a un énorme génome, il a plusieurs types de gènes. Il va infecter en plus, d'abord dans une première voie des cellules épithéliales, et puis ensuite il va infecter ces cellules B. Et ces cellules B, qui sont les cellules du système immunitaire qui vont faire les anticorps, elles existent sous toute une série de variants. À côté des cellules qui sont mémoire, qui sont des cellules qui sont déjà éduquées pour reconnaître un antigène, ou des cellules qui s'appellent naïves, qui n'ont pas encore été éduquées pour voir l'antigène.
Et le virus peut infecter ces cellules dans plusieurs types d'états. Et suivant le type d'état de la cellule qui va être infectée, il va développer différents types de programmes qu'on appelle des programmes de latence. Et donc ces programmes de latence, on les appelle 1, 2, 3. On ne va pas rentrer dans les détails. Plus le chiffre est élevé, plus le programme du virus est allumé, en gros. Donc quand on est dans la forme proliférante, celle qui va permettre d'induire la prolifération des cellules infectées ex vivo dans un tube à essai, on est dans le programme 3. Donc là, le virus est en quelque sorte en position complètement marche et il va induire l'immortalisation des cellules. Les choses sont plus discrètes dans les autres types de programmes. Alors, ce virus EBV, peut-être par sa complexité, il est capable d'induire des formes de cancer tout à fait différentes. Alors, une chose que je ne vous ai pas dite qui est importante, c'est que dans l'organisme, on estime qu'il y a, Dieu merci, un assez petit nombre de cellules qui va être infectées par ce virus EBV. On estime en général que dans les lymphocytes B de l'organisme, entre 1 et 100 lymphocytes par million va être infecté. Donc on a un petit groupe de lymphocytes infectés qui va évoluer, survivre au milieu d'un grand groupe de lymphocytes non actifs. On peut également trouver du virus dans les cellules épithéliales, dans certaines cellules épithéliales, et donc cette différence de biologie du virus va être reflétée dans les différentes maladies qu'on va pouvoir observer. Alors historiquement, on va commencer par la fin. On a trouvé l'EBV dans le lymphome de Burkitt. Et en fait, dans le lymphome de Burkitt, qui est associé donc à cette forme de cancer de l'enfant que l'on voit dans l'Afrique intertropicale, avec une répartition, vous voyez, géographique extrêmement forte. On ne voit quasiment pas de Burkitt chez l'enfant en dehors de ces régions. Ça correspond en fait à l'endémie palustre. Et ce que l'on pense, c'est que dans le lymphome de Burkitt, la présence du virus va augmenter la taille de la population de lymphocytes B qui est à risque de recevoir des événements génétiques de recombinaison et en particulier d'activation, de translocation. Et on trouve dans ces lymphomes de Burkitt des amplifications du gène MYC par une translocation, comme on l'a vu dans le premier cours. Et ce que l'on pense, c'est que la présence du virus va augmenter la population à risque de translocation et être responsable de cet effet. Alors, donc, il s'agit dans ce cas-là d'une latence de type 1, favorisée, donc vous voyez, le virus n'est pas en pleine activité, simplement il augmente la survie de certaines cellules, favorisée par le paludisme et par l'immunosuppression, augmente le nombre de cellules à risque, et on sait qu'en plus du virus, il y a des facteurs oncogéniques extrêmement forts qui sont la translocation du gène MYC et la mutation de P53. Donc là, le virus a un rôle pour favoriser ces événements génétiques, il n'a pas un rôle de driver direct. Il en est tout autrement du lymphome des immunodéprimés. Et dans le lymphome des immunodéprimés, donc, qui sont des cancers des ganglions que l'on peut observer soit chez des patients qui ont une immunodéficience à cause d'une transplantation d'organes, par exemple, ou par ailleurs une immunodéficience qui peut être liée à une co-infection par le virus du sida. Dans ce cas-là, ce que l'on a, c'est qu'au fond, ces cellules infectées qui avaient une latence de type 3, donc avec un virus qui était en position marche, si j'ose dire, qui oblige le lymphocyte à pousser, eh bien, normalement, ce lymphocyte qui se met à pousser va être détruit par le système immunitaire, sauf que quand il n'y a plus de quand il n'y a plus de système immunitaire, eh bien, il n'y a plus rien pour freiner l'expansion de ces clones, et donc on va avoir la prolifération de ces lymphomes. Troisième cas de figure, c'est la maladie de Hodgkin, et on sait que 50% à peu près des maladies de Hodgkin sont liées à une infection par le virus EBV. Et là aussi, l'idée, c'est que ces lymphocytes, du fait de l'activation d'un programme qui, je crois, dans ce cas-là, est un programme de type 2, va favoriser la survie de certains lymphocytes et favoriser le développement de la maladie de Hodgkin. Et puis, en sortant maintenant du cas du lymphocyte,
eh bien, on sait que l'EBV peut également être à l'origine du développement de certains cancers épithéliaux, en particulier dans le cancer du nasopharynx, qui est un cancer lui aussi qui a une géographie extrêmement particulière. C'est un cancer qu'on voit dans le sud de la Chine, chez les Chinois cantonais, en particulier chez les Chinois qui vivent sur des bateaux dans la rivière des Perles, avec des différences d'incidence extraordinaires entre les gens qui vivent sur les bateaux et des gens qui vivent à terre, et qui pourtant sont a priori du même peuple, mais qui ont des modes de vie différents. Et le rapport d'incidence va de 1 à 50 entre des gens qui vivent d'un côté ou l'autre de la rivière. Et on pense qu'il y a des facteurs alimentaires extrêmement importants, et en plus de facteurs génétiques, et la présence toujours du virus EBV directement dans les cellules épithéliales de la tumeur. Et puis, il a également été démontré récemment que dans certains cancers d'estomac, à peu près 15% des cancers de l'estomac sont liés aussi à une infection des cellules épithéliales par le virus EBV. Et donc, la contribution du virus est extrêmement diverse suivant les situations, et ceci traduit bien sûr la biologie extrêmement complexe de ce très gros virus, vous voyez, qui est capable d'entretenir des modes de relations très différents avec les cellules qui l'infectent. Une contribution absolument majeure dans les lymphomes des immunodéprimés, où là c'est vraiment le virus qui fait pousser. Et puis une contribution plus modeste, au fond, dans le cas du lymphome de Burkitt, où là on augmente simplement la taille de la population qui est à risque, la taille de ces lymphocytes qui vont traverser les centres germinatifs. Alors, ceci est reflété, au fond, et je finirai avec ça, dans ces schémas, à partir du modèle de Weinberg. Et vous voyez que dans les lymphomes des transplantés, si j'ose dire, c'est le virus qui fait tout le travail. Vous voyez, on trouve toutes ces protéines virales à l'origine de toutes ces anomalies, avec le rôle également des mutations de P53 qui sont assez fréquentes. Et par contre, quand on va regarder maintenant le lymphome de Burkitt, eh bien, dans le lymphome de Burkitt, on a peu de protéines virales, juste MNA1 qui agit un petit peu, et sinon, ce sont les anomalies génétiques secondaires, en particulier l'anomalie de la translocation nomique, la mutation de P53, qui vont être responsables de l'effet transformant. Alors, là, les choses sont plus compliquées au niveau santé publique, parce que c'est un virus qui, je vous l'ai dit, court largement dans la population, dont il n'est pas très facile de se protéger parce qu'il est très infectieux. Et là encore, ce sont des approches d'analyse de la physiopathologie qui vont nous permettre d'avancer. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui, avec des situations, vous voyez, assez complexes qui finalement évoluent quand on réfléchit à l'oncologie virale entre les modèles extrêmement simples du début, avec ces rétrovirus qui capturent des oncogènes ou qui activent par mutagénèse d'insertion les mêmes oncogènes. Au départ, on a cru que tout était simple. Et vous voyez que quand on commence à rentrer maintenant dans les virus qui infectent vraiment l'homme, on s'aperçoit que les choses sont beaucoup plus compliquées, avec finalement des relations réciproques entre des protéines du virus qui peuvent être extrêmement importantes, comme les protéines de papillome, qui peuvent être importantes comme les protéines des virus de l'hépatite, ou des situations beaucoup plus complexes, comme celle du virus EBV, où là il y a toute une série de modèles de parasitisme qui vont exister entre le virus et son hôte, mais à la fin, on sait bien par l'épidémiologie que l'infection virale va être importante, mais à des degrés divers. Et ça va préfigurer ce dont on va parler dans le prochain cours, où je vais vous parler maintenant de la génomique, donc de parler maintenant des vraies tumeurs humaines, comment est-ce qu'on peut aborder la définition, la carte d'identité des tumeurs humaines à partir de l'analyse du génome, et comment est-ce qu'on peut pouvoir essayer de reconstruire la physiopathologie des tumeurs humaines à partir de l'analyse du génome. Et donc le prochain cours sera consacré à la génétique et aux approches génétiques. Merci beaucoup.